Jean-Marc Kaboundi se sent héritier de Etienne Tshisekedi. Vous savez, lorsque vous êtes un héritier, vous pensez que vous pouvez faire comme votre papa. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que vous êtes même incapable d'amener la voiture que votre papa a laissée, l'amener au garage. Ce n'est pas le fait de quitter l'UDPS que automatiquement tu dois être opposant. Ce n'est pas qu'il a eu de sollicitations de gauche à droite. Il a soutenu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant même qu'il soit élu. Il n'a pas un avenir clair. Je l'avais dit aussi pour M. Boukangalonzo aussi, ce n'est que la presse qui en parle. Où est-ce qu'il en est? Matata Pogno. Oui. Et tous ces fonds adversaires de Félix Tshisekedi. Très bien, il laisse pour mourir. C'est pas interdit d'ailleurs. Nous voyons les morts-nés aussi. Il y a des morts-nés. Juste pour constituer le gouvernement, il y a eu des concertations. Pourquoi pour résoudre ce problème qui est majeur, on n'invite pas les partis politiques à venir être nommés ministres? C'est une très bonne chose. Mais en RDC, nous n'avons pas de management politique. Et s'il y a négociation, c'est-à-dire que le pays va sombrer encore. Et tous ces gens qu'on va mettre là-bas ne viendront qu'avec une seule idée. Voler, piller, détruire, faire les affaires, rien d'autre. Ça sera pire que ce que le M23 est en train de faire. Le mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle, nous sommes prêts. Même si on nous dit déjà que la semaine prochaine, il y aura élection, nous sommes prêts. Que reste-t-il pour la République démocratique du Congo au moment où les acteurs politiques ont pris trop de conflits, trop de jeux de mots sur cette situation sécuritaire à l'est de la RDC? Les émissaires de Tshisekedi chez Museveni, est-ce qu'il faut que toute la population puisse être derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour retrouver la paix dans la partie est de la RDC? Ou bien les autres pensent que le pouvoir actuel est allé fléchir devant Museveni en Ouganda en tenant des propos qu'on a besoin de lui pour qu'on puisse terminer cette situation à l'est de la RDC. On va en parler, situation des élections. Est-ce l'heure nous indique qu'il y aura élection effectivement en 2023? Parce que beaucoup de questions, il y a eu des sorties médiatiques, entre autres, celle du PPRD avec Chadari, voire même Joseph Kabila Kabange, en disant pas de glissement, pas un autre mandat pour Félix Tshisekedi, sinon il y aura une guerre. Est-ce aujourd'hui, avec le temps qu'il nous reste, il y aura élection? Et aussi une actualité, Jean-Marc Kabund, ancien président haï de l'UDPS, vice-président de l'Assemblée nationale, décide de faire l'opposition contre son parti, son parti l'UDPS. Jean-Marc Kabund se déclare déjà de l'opposition et s'aligne derrière ceux qui combattent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On va un peu en parler. Est-ce que cette décision est déterminante ou bien c'est une décision prise avec précipitation? Sur ce plateau, nous allons recevoir l'un de figures emblématiques de la politique en République démocratique du Congo, avec un grand parti politique au moins implanté partout en République démocratique du Congo, le mouvement de Congolais Unis. Nous avons son président, Jean-Paul Tchiouila, président de MCI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie aussi d'avoir disponibilisé votre plateau pour moi. Merci. Alors, on commence un peu cette situation sécuritaire à l'est de la RDC. Vous avez vu le ministre de ZTPR en Ouganda, chez Museveni, pour au moins parvenir le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais beaucoup de Congolais pensent que Félix Tshisekedi a trahi la nation à travers ce message. Pourquoi fléchir devant Museveni? Est-ce que ce message voulait au moins donner le sens et la valeur à Museveni? Écoutez, nous devons d'abord situer, en faisant l'analyse, nous devons d'abord situer le temps, la situation dans laquelle nous sommes. Et nous devons également situer géographiquement la RDC. Je sais que bon nombre de personnes qui parlent sur ces dossiers de l'Est de la RDC n'ont pas encore pris le temps de mettre la carte de l'Afrique sur la table et examiner la situation. Nous sommes entourés par 9 voisins. Et c'est pour dire que nous sommes
un pays obligé d'avoir une haute diplomatie. Aller rencontrer un voisin, que nous ne changerons pas, un voisin naturel, parce que nous ne chasserons jamais l'Ouganda de là où l'Ouganda est. Ah oui. Et avoir l'emplacement des terroristes, les M23, leur emplacement à l'emplacement de Bunagana. Donc derrière eux, la première couverture qu'ils peuvent avoir, c'est l'Ouganda. Et cette couverture qu'ils ont de l'Ouganda, la première démarche à faire, parce que nous étions de tout ce temps en train d'accuser le Rwanda. Mais après examen et entrer un peu en profondeur, on constate aussi qu'il doit y avoir une main, même à distance, de l'Ouganda là-dedans. Vous savez, dans une armée, un chef d'état-major peut utiliser un groupe de militaires, peut utiliser un certain nombre d'armes de la République, d'un pays, pour mettre ça à la portée d'un groupe comme les M23 qui sont terroristes. Hein, il y a l'autre groupe là, je ne sais pas, les FDLR et consorts. Ce sont des marchandages qui se retrouvent entre les hauts gradés dans une armée. Alors il fallait aller voir le chef de l'État ougandais pour essayer de lui faire voir la situation. Et vous savez, Museveni, peut-être qu'il y a des éléments que Museveni n'avait pas et que nous, de notre côté, nous détenons déjà à partir de nos services de renseignement, que nous devrions mettre à la disposition du président Museveni afin qu'il puisse suivre de près. Est-ce que dire à Museveni que vous êtes un élément moteur de cette situation de l'Est de la RDC pour un peu ramener la paix, est-ce que c'était la bonne chose? Parce que beaucoup pensent qu'il nous attaque. Pourquoi aller encore vers lui? Vous savez, nous devons différencier les conflits que nous avons dans les quartiers et les conflits entre deux nations. Ah oui. Toute discussion ou encore tout conflit ne peut que être réglé d'abord à table. Vous savez, la guerre, elle est bonne. Mais où se trouve ton adversaire? Est-il sur notre territoire ou il est dans son territoire? Pour le moment où nous parlons, où sont les grands services de renseignement ougandais? Ils sont en RDC. Où sont les grands services de renseignement rwandais? Ils sont en RDC. Nous, avons-nous des services de renseignement en Ouganda et au Rwanda, afin de voir si, à tout instant, nous pouvons avoir des actions anticipées. La meilleure diplomatie s'organise en interne. En interne, pourquoi? Parce que nous devons avoir une force dissuasive. La force ne vient pas du fait que vous présentez des grosses, je ne sais pas, un armement terrible, vous présentez Satan 2 et consorts. Non, non, non. La force vient du fait que, en interne, nous ne savions pas quel jour M23 va attaquer. C'est une faiblesse. Le Rwanda n'a jamais pris les armes et attaqué à partir de la frontière, attaquer le Congo. Parce qu'ils n'ont pas ce courage-là. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais plutôt, ils ont un service de renseignement qui nous a pénétrés jusqu'ici dans la capitale. D'aucuns ignorent. Mais est-ce que nous ne sommes pas en mesure d'avoir un service de renseignement qui est à cette hauteur-là, qui anticipe, c'est-à-dire que tu dis à ton adversaire que je sais que à telle date tu veux agresser chez moi. Alors, au cas où tu es agressé, voilà ce que moi je détiens de toi. Tu agresses, moi je ferai ceci dans tel coin. C'est ça au fait. Nous n'avons pas... je me pose la question si nous, parmi ceux qui entourent le chef de l'État, ils n'ont pas le temps de jouer au jeu d'échecs. Comment ça? Le jeu d'échecs nous montre combien de fois, lorsque vous m'avez dans ce coin, moi je vous aurai de l'autre côté. Et il faut toujours anticiper dans la réflexion.
Mais nous sommes de ceux-là qui ne font que subir. Nous sommes de ceux-là qui ne font que pleurnicher. Une nation ne pleurniche pas. Une nation ne peut pas être éternellement dans des négociations. Nous devons, à un certain moment, avoir une diplomatie qui est dissuasive et une force qui est dissuasive. Et la force dont je ne parle pas du nombre de grenades ou de bombes qui doivent éclater dans les pays voisins. Mais nous devons savoir inquiéter. Et pour inquiéter l'adversaire, il faut lui dire ses faiblesses. Quelle faiblesse détenons-nous du Rwanda ou de l'Ouganda? Aujourd'hui, toutes les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères, on a mis même Félix Tshisekedi à faire une déclaration à partir de Kinshasa s'adressant au Rwandais, au président Paul Kagame, même voir quand il y avait une rencontre en Angola et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que faire de déclarations ou bien recourir vers Museveni et les autres aidera la République démocratique du Congo de s'en sortir au moment où l'interne, nous avons un problème d'infiltration? Nous ne pouvons que réussir, nous ne pouvons que compter sur la diplomatie. Nous n'avons pas... Pas faire la guerre à nos voisins. Faire la guerre... Comme les autres pensent. C'est trop vite pensé et c'est trop risqué. Parce que nos services de renseignement aujourd'hui ne sont pas capables d'abord de démanteler toutes les infiltrations que nous avons, de démanteler également les services d'espionnage de tous ces deux pays qui sont ici. Nous devons commencer en interne. Avant d'attaquer l'adversaire, commençons par faire un nettoyage ici. Et pour éviter le pire. J'ai une fois entendu le président Kagame dire que s'il y aura la guerre, il ne pourra y avoir la guerre qu'en RDC, parce qu'au moins eux, ils ont de l'espace. Comment ça? C'est très fort, hein, ce message de... C'était pour dire simplement que nous sommes déjà dans votre pays. Quelle est la réponse inquiétante qui est venue de notre côté? Il n'y a pas eu un feedback, il n'y a pas eu un message pouvant inquiéter Kagame. Le seul message pouvant inquiéter Kagame, c'est comme qui dirait... Toke ko fundaye en Angola, toke ko fundaye en Monisco, toke ko fundaye à gauche, à droite. Mais en réalité, tant que nous fundaye, c'est un pays indépendant. Et puis, c'est comme qui dirait aussi les négociations dans lesquelles nous sommes. En dehors de ces négociations-là, nos services de renseignement doivent à tout prix faire leur travail. S'ils ne sont pas en mesure de faire leur travail, qu'ils fassent des fois appel à l'intelligence politicienne. Nous sommes prêts à les aider à savoir comment inquiéter l'adversaire. Il y a des gens, je vois dans notre diplomatie, je pense que la personne, la bête noire actuellement devait être Lutundula, qui devait d'une manière ou d'une autre, lancer des messages pour montrer la faiblesse de nos adversaires. Il ne le fait pas parce qu'il n'a pas d'éléments. Il n'a pas d'éléments. Nous avons eu la chance d'évoluer un peu à l'Est, nous connaissons beaucoup. Je vais vous dire une chose que j'ai déjà une fois aussi dénoncée ici. Les minéraux exploités artisanalement à l'Est, tous ces gens-là, ces minéraux que la République n'arrive pas à centraliser. Parce que on a libéralisé l'exploitation minière, mais la République devait à un certain niveau centraliser tout ce qui est artisanal. Acheter chez les artisanaux, les creuseurs artisanaux, afin d'éviter à ce que ces gens aillent vendre auprès des groupes armés ou aller en dehors de nos frontières pour vendre. Et vous savez ce qui se passe. Lorsqu'ils vendent en dehors de nos frontières, dans ces deux pays-là, on donne aux creuseurs 60% en munitions et 40% en cash. Il est obligé de prendre. Et ces munitions qu'il a pris, ou ce n'est pas encore aussi des armes, il est obligé de les vendre ou de les utiliser sous notre sol. Effectivement.
Et même s'ils vendaient par exemple le M23, les M23 continuent à devenir forts. Et les M23 feront ce trafic d'armes auprès des créateurs et des petits chefs de groupes armés afin qu'ils puissent continuer à vendre leurs munitions et aussi à acheter des minerais. Cette situation est une réalité qui fera que nous risquerons jamais de stopper cette guerre. Je suis surpris de constater que les États-Unis, qui a organisé un combat farouche contre le terrorisme à travers le monde, n'ose pas se mêler du terrorisme qui se déroule en RDC. Pourquoi ils ne les le font mêmes pas? terroristes, les M23, quand ils doivent vendre leurs minéraux, ils vendent à d'autres terroristes. Pourquoi ils sont un peu fermés à la France, les États-Unis? Parce que quand on voit, il y a eu guerre en Ukraine, on a vu ce grande puissance s'élever et dire un mot. Mais pourquoi en RDC, ils sont en train de faire la sourde oreille, mais qu'ils attendent dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le terrorisme va revenir de plus belle vers chez eux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils sont en train d'amasser chez nous comme minéraux, les M23 vont vendre aux terroristes. Ils ne vont pas vendre à des personnes légales. Ils vendent à des terroristes comme eux. Et ces terroristes sont en train de se reconstituer pour revenir comme Ben Laden. Ils pensent que ils sont en train de tourner, prendre un pot de café. Ils disent voilà ce qui se passe en Afrique. Ils pensent que c'est une histoire qui se déroule en Afrique. Mais petit à petit, ces gens sont en train d'entrer. À un certain moment donné, nous allons nous retrouver que ces groupes terroristes vont mettre la main sur l'uranium. Ils vont mettre la main sur des minéraux très dangereux qui vont un jour revenir être achetés par des grands terroristes que nous déplorons tous les jours, et ces terroristes vont agir en Europe et aux États-Unis. Alors il est grand temps que tous interviennent, et je me demande, la MONUSCO qui est là, la MONUSCO... Est-ce qu'elle fait bien son travail? Je suis Bahati Lukwebo dire, elle doit quitter nos territoires parce que on accuserait aussi la MONUSCO d'être derrière tout ce qui se passe à l'est de la RDC. J'accuserai le Sénat. Comment ça? Qui dont à la tête est le président Modeste Bahati. Je l'accuserai. Pourquoi? Parce qu'il a fait une déclaration personnelle. Pourquoi il ne le fait pas au perchoir? Pourquoi il ne le fait pas au Sénat? Il devait le faire au perchoir. Oui, pas personnel. Pas personnel. Que les sénateurs puissent se prononcer. Que ça devienne comme une mesure prise par la République, dont la République s'est impliquée, et que l'on remette cette décision venant du Parlement et du Sénat, que le chef de l'État puisse signer le départ de tous ces affairistes. Ce sont seulement des affairistes. Il n'y a rien d'autre. Qui approvisionne tous ces gens-là? L'armement que détient les M23. L'Ouganda n'a pas la possibilité de faire passer. Pourquoi? Parce que nous allons voir. La population va voir. Mais ils utilisent qui? Ils utilisent la MONUSCO. Entre nous, il y a des choses qui font très mal. Et je sais que le chef de l'État a la volonté là-dedans, mais avoir la volonté n'est pas synonyme d'avoir le tact. Nous devons différencier. Le chef de l'État veut résoudre ce problème, mais est-ce qu'il a le tact? C'est ce qui manque. C'est-à-dire, est-ce qu'il a des personnes qui connaissent l'Est autour de lui? Mais il y en a. Non. Le ministre de ZTPR qui était chez Museveni, il connaît au moins la partie est de la RDC. Il y a des Willy Michiki qui sont à côté de Tshisekedi. Il y a les autres qui occupent même de fonctions, qui sont de l'Est, qui connaissent très bien cette partie, même ceux qui entourent Félix Tshisekedi. Ou bien ils n'arrivent pas à dire l'essentiel au président de la République. Vous savez, de ceux-là qui connaissent l'Est, il y a ceux-là qui connaissent l'Est. D'abord, ils doivent préserver leurs intérêts affairistes. À l'Est de la RDC. Ben oui. Je peux vous envoyer à une mission, mais dans cette mission, tu es un affairiste dans l'opération. Et il y a aussi ceux-là qui connaissent l'Est, qui sont peut-être à côté du chef de l'État, mais qui n'ont pas de tact. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte, qui est des concertations? Parce que lorsque nous sommes présidents des partis politiques ou des regroupements, nous avons la capacité de gérer une nation aussi. Pourquoi ne sommes-nous pas consultés?
C'est comme si c'était un problème des conseillers du chef de l'État. Non, c'est l'affaire de la République et il y a des partis politiques qui doivent être consultés aussi à cette matière. J'ai vu pour constituer le gouvernement, oui, il y a eu des concertations. Mais pourquoi il n'y a pas de concertations pour savoir comment nous pouvons résoudre ce problème de l'Est? Juste pour constituer le gouvernement, il y a eu des concertations. Pourquoi pour résoudre ce problème qui est majeur, on n'invite pas les partis politiques à venir pour qu'ils puissent s'exprimer aussi là-dessus? Vous voulez connaître le secret d'État? Non, il n'y a pas de secret. Prendre Bunagana, ce n'est pas un secret d'État. Ils ont pris Bunagana. Ce n'est pas un secret d'État. Quel secret d'État? Nous allons déballer nos solutions, nos propositions. C'est ça. Et nous évitons même écrire. Parce qu'en écrivant, on ne sait pas, ça va tomber entre les mains d'un affairiste de l'Est en qui cette guerre est profitable. Vous allez écrire et après, bon, écoutez, on va faire la chasse à l'homme. On préfère s'exprimer. Jean-Paul Tchouvila, voilà. Une question directe, est-ce que Félix Tshisekedi, quand vous voyez l'homme est déterminé à mettre fin à la guerre, oui, dans l'Est? Il est déterminé, comme je viens de le dire, mais être déterminé, c'est-à-dire avoir la volonté, mais le problème c'est le tact. Il n'y a pas de tact. C'est-à-dire il devait chercher d'autres d'autres moyens. On ne peut pas faire la guerre aux groupes armés, par exemple comme M23 là, qui meurt ici et qui ressuscite, qui meurt à gauche, qui ressuscite à droite. Beaucoup posent la question. Ce genre de personnes, nous devons avoir, à part l'armée, nous devons multiplier des actions qui sont totalement... Beaucoup de personnes disent, Félix Tshisekedi accède au pouvoir, il n'y avait pas M23 qui faisait la guerre dans l'Est, qui déjà depuis le temps de Joseph Kabila a mis fin. Pourquoi l'M23 ressuscite encore? Est-ce qu'il y a un problème caché? Il y a un accord qui était quelque part, qu'il revienne encore en vie. Le M23 ressuscite. D'abord, il faut constater que si le M23 ressuscitait, donc il y avait d'abord une faiblesse. Laquelle? Le M23 a trouvé qu'il pouvait entrer par ici. Pourquoi M23 n'est pas entré par Kinshasa? Ou n'est pas entré par la Zambie? Par Kasumbalesa, la frontière de Kasumbalesa? Il a trouvé une faiblesse. C'est cette faiblesse-là qu'il faut identifier. D'où est parti? Tout est parti de là. Est-ce qu'il n'y avait pas un accord? Les accords... Au temps de Joseph Kabila. Au temps de Joseph Kabila, parce que vous savez, le pouvoir est une continuité. On ne va pas dire ce que Joseph Kabila avait fait, on va rejeter. Non, c'est une continuité. Vous prenez la présidence, vous continuez. C'est la suite. Parce que la République, on ne change pas de nation. Même si on avait changé de nom, revenons au nom Zaïre, c'est la continuité. Alors, les accords signés à l'époque de Joseph Kabila ont une suite logique qu'il faut continuer à encadrer. Et que si le M23 réclame quelque chose dans ces accords-là, moi j'ai essayé de lire les réclamations de M23. Et parmi leurs réclamations, la chose qui m'a tiqué, c'est chaque fois qu'il revient d'intégrer l'intégration dans l'armée. Combien de fois ces groupes créés par Paul Kagame et Museveni doivent intégrer? Mais on dirait que les autres ont occupé même de postes ministériels ici au Congo, du M23. Je ne sais pas le confirmer, parce que s'ils avaient des postes ministériels ici, en principe, ces gens-là devaient se taire. Ils devaient faire taire les M23. Et s'il y a des revendications, moi je pense que les M23 devaient se montrer qu'ils sont patriotes. Ça c'est de un. Et que cette république nous appartient tous. Et si nous devons prendre chaque petit groupe, chaque tribu, vouloir signer des accords avec le gouvernement, mais nous avons déjà le grand accord. Vous savez que nous avons le grand accord qui nous met tous Congolais ensemble. Cet accord, c'est ce que nous appelons, c'est parce que nous ramassons des mots, constitution, et ainsi de suite. Finalement, comment traduire ça? En Kiswahili, ça s'appelle Mukataba Taïfa. Le contrat de la République. Parce que la République démocratique du Congo est constituée d'abord des familles,
des villages, ainsi de suite. Et ça a grandi jusqu'à devenir une nation. Donc tous nous avons un seul contrat, la Constitution. Eux doivent rentrer dans la Constitution. Nous n'acceptons plus ce genre de jeux, de conciliabules. Pourquoi nous sommes en démocratie? Si chacun doit prendre des armes, moi je dois prendre des armes, je ne sais pas à partir de quel coin, et je revendique, je dois avoir des accords, ils doivent comprendre que les choses ont tellement évolué, ce n'est plus le moment pour qu'un groupe qui pense qu'ils peuvent être mêlés dans la politique de ce pays, commencer par prendre des armes. Ça gâche leur image, ça gâche leur avenir. Je pense que RCD n'a pas eu d'avenir politique ici, simplement parce qu'ils avaient pris les armes. Donc, ils doivent comprendre et voir aussi ce qui s'est passé antérieurement. Moi, je les inviterai, plutôt que nous puissions, s'ils trouvent qu'ils ont des revendications et qu'ils ont droit d'être à la gestion de ce pays, qu'ils viennent nous rencontrer sur le chemin des élections. Parce que nous y sommes déjà. Et est-ce qu'il faut aller à un dialogue avec un dialogue sincère entre Kagame, Museveni et les autres pour trouver en moins... parce que les autres accusent que depuis l'apparition de la République démocratique à l'EAC, c'est ce qui causera un peu problème de cette situation dans l'Est qui fait un peu peur. Hein. Non, notre intégration régionale a été toujours souhaitée par ces pays-là. Parce qu'ils se disent quand même que grâce à l'intégration de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, des pays de l'Afrique de l'Est, il y aura plus de business, il y aura plus d'opportunités pour que leur pays puisse bénéficier aussi de ce que la RDC a. Bénéficier dans le sens où ils peuvent faire des trading business avec la RDC et ça peut faciliter leur banque à faire du business chez nous, faciliter beaucoup de choses et au profit de leur pays. Et nous devons comprendre par là qu'il n'y a pas, entre deux nations, il n'y a pas la fraternité. Il y a des intérêts qui priment. Il n'y a que les intérêts. Est-ce que nous montrons, la grande question maintenant qui se poserait est que est-ce que nous sommes en train de montrer à ces pays-là leurs intérêts? Est-ce que nous sommes en train de montrer à tous ces pays-là qu'ils pouvaient bien faire du business chez nous? Je prends le cas de la raffinerie installée à Kigali. Une raffinerie qu'avec une bonne négociation, Kagame pouvait installer la raffinerie en RDC. Parce qu'il ne va pas ravir l'or de qui que ce soit. Il va simplement acheter. J'amène mes 500 grammes, Kagame va acheter, je ne sais pas, sa raffinerie va acheter, au lieu de placer ça au Rwanda et créer forcément un couloir obligeant tous les créateurs d'aller vendre chez vous à Kigali, au Rwanda. Ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose avec l'Ouganda. Et tout ça, ce sont des choses qui, dans notre diplomatie, parce que je sais que dans nos ambassades, nous avons les chargés, je ne sais pas, les chargés d'affaires, nous avons aussi ceux qui sont chargés de commerce. Est-ce que tous ces gens-là ne peuvent pas être impliqués? Vous savez, nous avons le ministère du Commerce extérieur ici, qui d'une manière ou d'une autre, peut apaiser certaines choses. Ah oui. C'est ce que j'appelle le tact. Le commerce extérieur, qu'est-ce que vous proposez à l'Ouganda comme avantage pour qu'ils disent, au lieu de soutenir ce M23, écoutez, moi, j'ai une bonne proposition de business qui facilite mes hommes d'affaires, qui facilite le gouvernement à faire un peu plus d'argent à partir des hommes d'affaires qui seront connectés. Nous n'avons pas de proposition. Nous n'avons pas, vous savez, être nommé ministre. C'est une très bonne chose. Mais en RDC, nous n'avons pas de management politique. Il suffirait d'être nommé, c'est bon. On commence à gérer la paperasse qu'il y a là-bas, on sait déjà qu'ici on va puiser, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de management. Un travail qui se sent. Oui, donc un travail qui est plein d'anticipation, qui tout le temps met ces gens-là busy. C'est-à-dire que et le Rwanda et l'Ouganda, ils doivent se sentir qu'ils sont très préoccupés par des intérêts qu'ils doivent bénéficier de nous. Alors et ces intérêts doivent être négociés. Et il y a la Zambie également. À chaque fois, il y a des tentatives d'échauffourée, mais en Zambie, il faut reconnaître qu'eux, ils ont cet esprit managérial et ils font beaucoup de propositions et ces propositions passent. Je vais vous dire une chose. Le gouvernement, même notre ministère des Mines, pouvait jouer une très bonne carte à l'Est si
Madame Antoinette pouvait avoir de bons conseillers. Elle peut anticiper aussi des actions, des négociations, des propositions. C'est ça le rôle. Si en RDC on respectait les mandataires à mine, elle aurait reçu des propositions. Et toutes ces propositions-là, vous voyez, tous ces ministères, nous pensons toujours que c'est l'armée qui doit intervenir, ou les affaires étrangères. Il y a tout un bon nombre de ministères qui peuvent intervenir de l'autre côté, et parce qu'ils ont un caractère national et international. Qu'est-ce qui empêcherait à tous ces gens d'arriver à convaincre les autres? Vous savez, aujourd'hui, il y a la compétition mondiale sur le plan industriel. L'Ouganda et le Rwanda, ils ont des usines qui aussi, pour bien tourner, ils doivent avoir les matières chez nous. Mais les Français ont des usines ici. Les Libanais ont des usines ici. Qu'est-ce qui empêche de proposer à l'Ouganda et au Rwanda, mettez vos usines, s'installer ici. Mais installez-vous, travaillez. Est-ce que ce n'est pas un peu la perte de faire voir aux Congolais que c'est eux qui nous volent de tous les temps? C'est pour cela ils nous volent à partir d'où? Parce qu'un Rwandais, je ne vois pas un Rwandais capable de creuser. Ils volent il n'est pas capable de creuser. Nous n'avons pas de stock. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, au gouvernorat du Nord Kivu, il y a un stock d'or qui vont venir voler? Non, ils prennent ça dans les mines. Et ce sont des Congolais qui sont creuseurs. Et ces Congolais, on les contraint de vendre ça aux acheteurs rwandais. C'est tout. Il y a quoi qu'on vole? On ne vole rien. Jean-Paul, même les Ougandais ne connaissent pas les mines pour commencer à creuser. Ils ne connaissent pas, ce sont les Congolais qui creusent. Très clair sur cette situation de l'Est de la RDC. Dernièrement, vous étiez au Palais du Peuple avec le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, M. Denis Kadima. Question électorale, ça bouge déjà. FCC qui ne veut pas un glissement. Les autres, on a senti même Jean-Marc Kabound dans sa déclaration qu'il a fait dans son point de presse. Il dit ne plus être d'accord avec un glissement parce qu'il aurait écouté que Tshisekedi voudrait au moins faire 2 ans encore avec un glissement. Est-ce Kadima rassure pour les élections? Quand vous l'avez suivi? Vous savez, par définition, d'abord, la CENI est l'organe d'appui à la démocratie. Et moi, je pense plutôt que c'est le gouvernement qui doit assurer. Pas Denis Kadima? Non, mais Denis Kadima est un instrument que le gouvernement utilise pour organiser de manière en toute neutralité les élections. C'est tout. Et qui doit donner les moyens? C'est le gouvernement. Mais avec un planning proposé. Hein. Proposé. Et le planning proposé par Denis Kadima rassure. Qu'il y aura élection. Le planning, je parle du planning. Ah oui. Mais ce planning doit être suivi des moyens techniques, des moyens financiers et aussi de nous, partis politiques, parce que nous sommes les acteurs directs ou des partenaires directs de la CENI, c'est-à-dire que la CENI continue à réfléchir avec nous. Ce qui est important et retenu par, selon l'ouverture des concertations, parce que la porte est maintenant ouverte pour les concertations avec les partis politiques et les regroupements, ce qui est clair est que, selon la CENI, le calendrier est maintenu. De 2023. De 2023. Mais il doit y avoir un suivi. Et nous, les MCU, nous sommes de ceux-là qui n'acceptent pas le glissement. Vous ne voulez pas le glissement? Non, non, nous ne voulons pas. Comme ceux du PPRD. Oui. Bon, écoutez, nous sommes adversaires politiques, mais il y a toujours des fois des convergences. Nous aussi, au sein de l'Union sacrée, nous disons non au glissement. Et si le moyen ne permet pas qu'on puisse avoir les élections en 2023? Nous devons avoir... Kadima aujourd'hui devant la télé, en vous disant Jean-Paul Tchouvouila, compte tenu de tout ce que je fais, même s'il y a de moyens, même qu'il y a de moyens, mais sur le plan technique, ça m'oblige de reporter les élections. Le mal est que dans ce pays, quand on parle des élections, on nous voyons les élections présidentielles.
Est-ce que nous pouvons commencer les élections? D'abord, avec nos élections au niveau municipal. C'est qu'on n'a jamais fait, hein? Nous pouvons commencer par là. C'est déjà le processus des élections. Nous serons déjà en train de faire des élections et il y aura des alliances et progressivement la CENI et le gouvernement sera en train d'approvisionner la CENI et la CENI sera en train continuellement d'organiser les élections jusqu'à ce qu'on va atteindre la présidentielle. Pourquoi nous nous précipitons à ce qui coûte exagérément cher et pourtant nous pouvons commencer avec des élections locales? Les élections locales, vous savez, dans d'autres pays, je vois les élections locales, les gens s'alignent derrière les candidats au stade. On demande de M. Félix, passez devant, vous vous mettez là. Tous ceux qui sont pour M. Félix, venez derrière lui. Alignez-vous derrière lui et on compte. Ce sont des élections les moins chères possibles. Voyez, pourquoi nous nous compliquons la vie pendant que nous pouvons déjà commencer à faire quelque chose? Ce n'est pas que la présidence au moins paye mieux que les autres. Pourquoi les acteurs politiques sont trop agités, pas de glissement, pas quoi que ce soit, mais au niveau où on connaît que dans nos avenues, dans de localités, rien ne change. L'expérience doit nous apprendre que la tête de la nation ne développe pas la nation. C'est au niveau local que le développement part. Parce que vous n'allez pas parler du développement parce que les chefs de l'État est bien habillé. Le développement commence au niveau municipal, au niveau local. Donc commençons par là les élections, afin que lorsque nous allons atteindre le président au niveau de la présidence de la République, nous aurons au moins des personnes qui ont été choisies par la population, des personnes crédibles, avec qui il peut y avoir des alliances dans la progression des élections jusqu'à atteindre la présidence de la République. Voilà. Et à ce moment-là, même celui qui sera à la tête du pays s'assurera que même le plus local là-bas va servir la population. On ne peut pas être chef de l'État en train de servir la population qui ne bénéficie pas de ce que toi tu injectes. Donc il faudrait que tu sois sûr d'abord que au niveau de la base, il y a des personnes crédibles, des personnes qui vont servir réellement à votre vision. Vous voyez, nous courons toujours à la tête. Et moi, ça ne nous permet pas de faire avancer cette nation. Vous voyez, et pour ce qui est de la position de FCC ou encore vous avez parlé... Tu peux garder avec Chadari, déclarer une guerre hein, s'il n'y a pas élection, s'il y a glissement. Oui. Brandir l'article 64 aujourd'hui, ça fera mieux. Vous savez, en politique, une déclaration politique... normalement, c'est dans la liberté d'expression. Et pour faire la guerre, de quelle guerre il parle? C'est la guerre, si c'est la guerre politique, il va nous trouver sur son chemin. Parce que nous sommes pour ceux-là qui contribuent à ce que les choses aillent de l'avant. Avant de faire ce genre de déclaration, par maturité politique, il devait d'abord, comme étant opposant, il devait faire des propositions à haute voix, au micro. Pas d'abord critiquer. Pas d'abord critiquer et faire des déclarations de guerre. Parce que celui qui déclare vite la guerre comme ça est vide généralement. Hein, parce que le fait d'être vide, il est dans la nervosité. Ah oui. Alors c'est mieux qu'il fasse des propositions. Nous voulons écouter la proposition de PPRD en tant que parti dans l'opposition. Qu'il nous dise, voilà, si nous étions au pouvoir, nous pouvions faire ceci et cela. J'ai attendu aussi entendre du côté Lamouka. Je n'ai rien entendu. Je pensais que du côté le nouveau opposant Jean-Marc Kabou, né hier directement dans l'opposition, je me demande quelles propositions ils font. Il faut faire des propositions à haute voix. Et ces propositions vont permettre à ce que même ceux qui sont autour du chef de l'État, ceux qui sont dans les gouvernements, puissent se réveiller, parce que ces gens-là n'ont pas fait l'école de la gestion de la nation. Ils apprennent aussi, ils apprennent à partir de nous, qui faisons des interventions médiatiques, qui faisons des déclarations politiques. Ah oui. Ils apprennent aussi. Donc moi, je les inviterai plutôt à faire des propositions à haute voix. Nous voulons voir leur gabarit. Parce qu'écrire, s'ils disent qu'ils ont écrit, nous ne savons pas les contenus. Nous voulons les entendre dans une déclaration politique bien agencée, avec des propositions et des conclusions. Est-ce qu'au niveau du MCI,
ne pas avoir les élections en 2023, ça bouleverse aussi vos calculs? Beaucoup de calculs. Nous sommes un parti qui milite pour la démocratie. Et si nous soutenons le chef de l'État, nous le soutenons pour qu'il y réussisse. Parmi les éléments de sa réussite, il y a également l'organisation des élections. Donc ça va bouleverser nos calculs et ça va nous mettre dans une position de mécontentement. Comment ça? Mais oui, parce que nous attendons les élections. Et s'il y a négociation, c'est-à-dire que le pays va sombrer encore. Parce que tous les gens qu'on mettra, parce qu'après les négociations, il y aura, n'est-ce pas, un gouvernement. Un gouvernement, un remaniement, et ces remaniements avec des conciliabules. Et tous ces gens qu'on va mettre là-bas ne viendront qu'avec une seule idée. Voler, piller, détruire, faire les affaires, rien d'autre. Ça sera pire que ce que le M23 est en train de faire. C'est pourquoi nous disons que le chef de l'État, vaille que vaille, qu'il finance les élections, qu'il donne l'argent à la CENI. Est-ce que quand vous voyez Félix Tshisekedi commence progressivement Félix Tshisekedi parler dans toutes ses sorties médiatiques quand il s'agit de la question électorale, l'homme est déterminé en disant qu'il y aura élection en 2023. Est-ce que quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de personnes évoquent cette situation du temps. Le temps est en train de partir. Pourquoi vous voulez que le chef de l'État nous rassure alors que ce n'est pas son travail? Ça, ce n'est pas le travail du président. Mais parce que vous accusez aussi que le gouvernement devrait donner l'argent à Kadima pour faire ça qui est mieux. Mais si Kadima poserait un problème technique, qui engage que la CENI? Comment vous, les acteurs politiques, vous allez vous en sortir? n'a pas tiré la sonnette d'alarme pour dire que non, écoutez, il n'y a pas de moyens, je ne saurais pas organiser les élections en 2023. Il n'a pas tiré la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que l'argent qui doit être injecté, je me rappelle d'un exemple que M. Kadima, le président de la CENI, a dit. Il a dit, pour des pays organisés, si on a besoin de $50 pour organiser les élections dans 5 ans, on mettrait chaque année à côté $10, afin qu'à la 5e année, on organise les élections. Mais nous, en RDC, nous aimons la précipitation. Et c'est notre habitude. Faire tout au même moment. Au même moment et à la dernière minute. Mais techniquement, à ce que je sache, j'ai senti que la CENI est prête. Et progressivement, ils sont en train de prendre... ils sont financés par le gouvernement. Donc c'est déjà une bonne chose. Demander au chef de l'État de rassurer tout le monde, c'est comme qui dirait le chef de l'État veut aller en dehors de la Constitution. Parce que la Constitution lui demande d'organiser chaque 5 ans. MCI est préparé pour les élections. Nous sommes... Parce que beaucoup, aujourd'hui, on dit beaucoup de partis font trop de bruit, mais à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de votre parti, pas d'organisation. Est-ce que vous êtes en train déjà de donner à certains de vos membres certaines matières électorales, ou bien vous attendez le temps venu pour que vous puissiez le faire? MCI d'abord. Le mouvement des Congolais unis, MCU en sigle, nous sommes prêts. Même si on nous dit déjà que la semaine prochaine... D'affronter même à la présidence, la présidentielle. La semaine prochaine, il y aura élection, nous sommes prêts. C'est-à-dire que nous sommes à la pointe d'information et nous avons notre commission électorale du parti, il y a pratiquement 1 année et 6 mois que notre commission électorale du parti fonctionne à temps plein. Et nous sommes, dans toutes nos implantations, nous avons cette commission électorale du parti. Alors, donc, avant de terminer, je voulais un peu dire quelque chose. 2 acteurs politiques, là, on va un peu parler de lui, qui dit Félix Tshisekedi sera au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quelque temps, le même acteur revient pour dire pas un glissement pour Félix Tshisekedi. Jean-Marc Aboun, c'est de lui que je parle. Il a fait une déclaration en disant qu'il devient opposant au régime Tshisekedi. Est-ce l'homme est préparé de faire une opposition ou bien c'est une déclaration justement pour se faire la santé politique? Vous savez, moi j'appellerais ça comportement d'un héritier. Vous savez, qui est héritier? Jean-Marc Aboun dit c'est sans héritier de Etienne Tshisekedi.
A-t-il mal agi ou bien... Vous savez, lorsque vous êtes un héritier, vous pensez que vous pouvez faire comme votre papa. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que vous êtes même incapable d'amener la voiture que votre papa a laissée, l'amener au garage. Comment ça? C'est pour dire que Jean-Marc Kabound doit bien faire la lecture de son passé avant de parler de son présent et du futur. Parce que en s'appuyant sur Étienne Tshisekedi, il devait s'appuyer sur lui-même. Il s'appuie sur Étienne Tshisekedi. En s'appuyant sur Étienne Tshisekedi, nous connaissons tous que Étienne Tshisekedi avait mené un combat et lui prétend être le seul qui continue ce vrai combat. Je peux lui concéder seulement, il serait regrettable que lui, dès la première minute, qu'il puisse se contredire. C'est lui qui a prêché partout ici, Tshisekedi au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est lui aujourd'hui qui veut faire une opposition farouche. C'est de la musique. Est-ce qu'il a-t-il bien fait de calcul, Jean-Marc Kabound? Politiquement, il ne devait pas, ce n'était pas le moment qu'il se déclare opposant. Je ne vois pas. Parce que ce n'est pas le fait de quitter l'UDPS que automatiquement tu dois être opposant. Ce n'est pas qu'il a eu de sollicitations de gauche à droite. Il a soutenu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant même qu'il soit élu. Il le quitte pour quelle raison? Mais il dit trop des accusations. Tshisekedi n'arrivait pas à comprendre le sens. Il a dit, quand il voyait que ce que l'UDPS luttait, ce slogan du peuple d'abord n'arrivait pas, il a dit, je parlais avec le chef de l'État, mais donc il n'arrivait pas à arriver là où Jean-Marc Kabound était. Alors il a vu cette incompétence, peut-être ça ne l'aiderait pas de rester dans cette marmite. Mieux vaut sortir de la marmite. Mais pour qu'il soit constant, si c'est une personne qui avait une constance, il devait créer son parti politique et soutenir, maintenant créer une autre voix forte que Tshisekedi, qui obligerait Tshisekedi d'entendre, pas aller dans l'opposition. Il s'est contredit, il s'est contredit et la veille des élections, il s'est contredit. C'est dangereux. Pour un monsieur qui fait bien les calculs politiques, c'est trop tôt. Il devait d'abord mettre son parti politique en place, oui, faire de bruit, travailler sérieusement, et s'il n'était pas écouté maintenant, cette fois-là, il pouvait maintenant dire que non, je passe à l'opposition parce que la première voie, j'avais essayé étant dans l'UDPS. La deuxième voie, c'était celui d'avoir un parti politique, un corps politique qui s'exprimerait afin que le chef de l'État puisse entendre. Et maintenant, la troisième, trop c'est trop, je vais dans l'opposition. Il a perdu la constance, il a perdu... je ne le vois pas avoir une vision mais dans son discours, même dans son discours, il s'est fait un Jean-Marc Kabound déterminé, qui voulait un peu donner une nouvelle donne. Je n'ai rien retenu de trop fort. J'ai retenu seulement un peu de rancœur, un peu de... comme qui dirait un vice-président de la République déçu. C'est ce que moi j'ai constaté. Un vice-président de la République déçu. Oui, un vice-président de la République démocratique déçu, démocratique du Congo déçu. Comme qui dirait, il avait des embûches pour rencontrer peut-être le chef, pour avoir le temps suffisamment qu'il soit écouté. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais il ne faudrait pas que l'on extrapole, comme il dirait qu'il y a une vision. Moi, je n'ai pas senti une vision. J'ai compris qu'il veut se démarquer avec la vision d'Étienne Tshisekedi, mais c'était trop tôt de se déclarer dans l'opposition. Est-ce qu'aura-t-il la chance d'être élu en 2023? Jean-Marc Kabound, lui, qui on ne doit pas cacher... Il n'est pas normal de créer un parti politique, à sa première sortie, de se déclarer opposant. C'est mal. Quand est-ce que vous avez fait l'analyse? C'est-à-dire que tous les cadres qui viennent dans votre parti... cette déclaration de se déclarer opposant au moment il devait d'abord analyser avec son bureau politique, avec tout, et maintenant déclarer, avec tous ses membres déclarés. Ce n'est que plus tard qu'il pouvait se déclarer dans l'opposition. On s'est déclaré dans l'opposition déjà au début, alors que tu n'as fait aucune démarche au nom de ton parti. C'est-il enterré auprès de Jean-Marc Kabound? Non, politiquement. Je ne peux pas dire ça, mais seulement il n'a pas un avenir clair. Je l'avais dit aussi pour le monsieur Boukangalonzo. Il a dit il lutte pour le social. Le monsieur Boukangalonzo aussi, ce n'est que la presse qui en parle, où est-ce qu'il en est?
Matata Pogno. Oui. Et tous ces fonds adversaires de Félix Tshisekedi. Très bien, il laisse pour mourir. C'est pas interdit, David. Nous voyons les morts-nés aussi. Il y a des morts-nés. Alors tous ces gens doivent se préparer aux élections. Ce sont eux qui cherchent des conciliabules. Et ils doivent se préparer aux élections. Une dernière question, Jean-Paul Tchouila. Beaucoup de personnes se posent, Félix Tshisekedi se sépare trop de ses partenaires. Lequel, par exemple? Jean-Marc Abound, qui était à côté de Félix Tshisekedi, se voit un peu écarté. On a vu Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on parlerait un peu de ceux de Moïse Katumbi qui disent qu'ils ne sont pas trop écoutés au sein de l'Union sacrée. Beaucoup parlent que Félix Tshisekedi, aujourd'hui on a vu François Béat qui était à côté du chef. Beaucoup pensent que Félix Tshisekedi s'écrée trop. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème. Il y a un bon nombre de personnes, lorsque Félix Tshisekedi est devenu président de la République, qui pensaient qu'eux allaient être dans le gouvernement parallèle, dans le cabinet Molidi, d'où le chef de l'État a tout un gouvernement officiel, qu'ils n'écoutent pas, qu'ils les écouteraient eux, qui sont les cabinets Molidi, qui sont dans le gouvernement dans le noir. Fort de cela, ils sont déçus. Et ce fait-là a fait que, la bon nombre aussi, parce que, écoutez, tellement qu'ils se sentaient supérieurs, ces gens se sont permis certaines choses. Je parlerai pour le cas de Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Katanga? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Katanga? C'était devenu un minier au lieu d'être au niveau du Katanga, Jean-Marc Abound. Ben oui, au lieu d'être un parlementaire. Vous voyez, tous ces gens-là, chacun a ses abus. Pendant qu'on dit qu'on accuse qu'ils sont tentés de quitter, ou encore les chefs de l'État les met à côté, mais ils sont entachés. Pourquoi on doit continuer cette ancienne république que nous étions en train de déplorer, continuer ça jusqu'aujourd'hui, qu'il y ait des privilégiés, des intouchables? Ce n'est pas une république des intouchables. Et voilà que si c'est cette façon qu'ils pensent que le chef de l'État est en train de s'éloigner des gens, moi je pense que c'est mieux que le chef de l'État double encore de vigilance pour vraiment s'éloigner de ces gens de personnes. Jean-Paul Tchouila, un message aux FRDC qui sont à l'est de la RDC. 30 secondes. Les FRDC, c'est notre armée. Notre armée qui ne peut que mériter notre soutien total. Notre armée qui, aujourd'hui, c'est l'unique armée qui est en train de faire face à plusieurs fronts. On n'a jamais entendu une armée se battre à plusieurs fronts de cette manière. Et une armée qui, toutes ses actions sont trahies au préalable par la MONUSCO. C'est l'armée la plus trahie au monde et l'armée la plus infiltrée. Donc, et je me dis quand même que bravo à ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que toutes leurs actions sont déjà trahies à l'avance. Nous regrettons que nous n'avons toujours pas pris le courage de mettre dehors la MONUSCO, et que je demanderai à notre armée de réduire plus d'actions, beaucoup trop d'actions dans les médias. Parce que ces actions dans les médias créent trop de problèmes. Créent trop de problèmes, trop de confusion, et il serait mieux que notre armée reste professionnelle comme ils ont toujours été, et que nos militaires qui sont au front ne se livrent pas aux réseaux sociaux, parce que ce n'est pas ce qui gagne la guerre. Merci beaucoup Jean-Paul Tchouila, président de MCI, Mouvement de Congolais Unis. Merci d'accepter notre invitation dans cette émission Carte sur table. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine fois. Vous étiez nombreux. On va regarder tellement de loin qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo avec cette guerre politique sur la question électorale. On va un peu en parler. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de Carte sur table. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout. Merci
Et prenez soin de vous. Merci à nos FRDC de continuer et aussi encourager ceux qui font du bien pour la République démocratique du Congo, d'aider les chefs de l'État. On regarde la semaine prochaine quelle sera la question d'actualité qui fera la une. On se retrouve, carte sur table, c'est bien. Le plaisir du débat. À la prochaine.